Salut chers apprenants, vous êtes un amoureux de la physique. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre page. En ce jour spécial, nous avons proposé la correction d'un bac de Niger, un bac sur la notion de changer. Donc si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre beaucoup de choses pour pouvoir mieux assimiler votre capacité pour affronter vos examens dans vos différentes localités. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. On étudie un coup franc direct au football. Le ballon B de masse M égale à 430 grammes, assimilé à un point matériel M, est posé sur le sol horizontal à une distance D égale à 20 mètres du but. Voilà la figure. Le but a une hauteur de 2,44 mètres et le mur formé par les joueurs de même camp à une hauteur de 1,9 mètres, 1,90 mètres. Il est situé à 9,15 mètres du ballon. On étudie le frottement de l'air. On néglige, le frottement de l'air. Alors, les questions. La toute première question dit d'établir les équations horaires du mouvement du ballon ainsi que l'équation de la trajectoire. 2. Étudier la condition que doit satisfaire la vitesse V0 pour que le ballon passe au-dessus du mur. En troisième question, on nous demande si le ballon passe-t-il au-dessus du mur dans le cas présent et dans le cas de la question 2. Dans la quatrième question, on nous demande de vérifier si le tir a été cadré. On prendra comme valeur du champ de pesanteur G 9,8 mètres secondes moins 2. Donc, dans ce cas, chers apprenants, on va donc passer maintenant à la résolution de l'exercice en répondant question après question. La première question, il est question ici d'établir les équations horaires du mouvement de notre ballon. Tout comme vous voyez ça au tableau. Alors, chers apprenants, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est très important de préciser d'abord la nature du système. Alors, notre système à étudier ici n'est rien d'autre que le ballon. N'est rien d'autre que le ballon. Maintenant, le ballon de masse M. Maintenant, après avoir étudié nommé le système, donnez maintenant le référentiel dans lequel on travaille, c'est-à-dire le référentiel terrestre supposé galiléen. Alors, tous ces principes-là seront donnés ici de façon orale. Donc, si vous avez quelque chose à côté là-bas, pour noter cela va vous faire du bien. Après avoir précisé le référentiel, il faut donc préciser le repère ou la base dans laquelle on travaille. C'est très, très important. Ici, notre base ici en question, ce n'est rien d'autre que le repère OIJ. Autrement dit, la base O, vecteur OX et OY. Après avoir terminé le repère, vous faites le bilan des forces. Maintenant, comme nous sommes dans l'étude d'un changer, c'est un cas particulier. Alors, dans le changer, la seule force qui est présente, ce n'est rien que le poids P. Mais en réalité, plus généralement, nous n'avons seulement que deux forces. Nous avons le poids d'un solide qui est lancé en l'air. Et ce solide qui est lancé en l'air, son mouvement est souvent contraint par la force de frottement de l'air. Comme dans l'exercice du cas présent, on dit que les frottements de l'air sont négligés. Dans ce cas, la seule force qui va régner ici n'est rien d'autre que le poids. Donc, bilan des forces, vous allez citer le poids uniquement. Maintenant, après avoir cité le bilan des forces, on va appliquer maintenant le théorème du centre d'inertie. Pourquoi on applique ce théorème du centre d'inertie dans le cas de changer? En réalité, on applique le théorème du centre d'inertie, c'est pour chercher à savoir tout simplement la nature du mouvement d'un projectile qui a été lancé, ou même dans le cas présent ici, c'est pour étudier la nature du mouvement de notre balle, avant de pouvoir bien déterminer les équations horaires. Parce qu'on ne peut pas déterminer les équations horaires d'un corps qui est en mouvement sans connaître la nature de son mouvement. On se base tout simplement sur la nature de son mouvement pour pouvoir bien déterminer les équations horaires qui peuvent y en découler. Alors, chers apprenants, pour ce faire,
nous avons donc essayé d'établir par la relation de centre d'inertie que la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse du système par le vecteur accélération. Alors, c'est-à-dire quoi? Nous avons eu cette égalité. La somme des forces extérieures est égale au produit du vecteur de la masse du système par le vecteur accélération. Donc, comme la seule force ici, c'est le poids, on a ici le vecteur P, ça fait ici le vecteur FA. À ce niveau, or, le vecteur P, ça fait quoi? La masse fois le vecteur G. Là. En passant, le P par ça, vous aurez M par le vecteur accélération qui va vous donner M par le vecteur champ G. En simplifiant donc les masses, vous aurez ici le vecteur accélération qui est équivalente au vecteur champ G qui est un vecteur constant. Pourquoi le vecteur champ G est un vecteur constant? Parce que c'est un vecteur qui est uniforme en toute région de l'espace considéré. Alors, comme le vecteur accélération est égal au vecteur champ G, et que le vecteur champ G ici c'est un vecteur constant, ce qui veut dire que l'accélération ici est une constante. Donc, comme l'accélération est une constante, on peut donc dire que notre mouvement ici est uniformément varié. On ne peut pas dire que c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Pourquoi on ne peut pas dire rectiligne? Tout simplement parce que nous ne connaissons pas d'abord la nature de la trajectoire de notre ballon. Mais par contre, on connaît la valeur ou même la variation de son accélération. Son accélération est une constante, donc cela suffit pleinement pour dire que le mouvement de notre ballon ici est un mouvement uniformément varié. Alors, si c'est un mouvement uniformément varié, donc, quelles sont les équations horaires qui viennent donc, ou même qui découlent d'un mouvement uniformément varié? Alors, ces équations horaires qui découlent d'un mouvement uniformément varié sont placardées ici à droite au tableau. Alors, sans apprenant, dans cette équation, le vecteur accélération est un vecteur constant. Le vecteur vitesse à un instant t quelconque est une combinaison linéaire du vecteur accélération par le vecteur vitesse à un instant t égal à 0. C'est-à-dire le vecteur accélération fois t plus le vecteur vitesse v à l'instant t égal à 0. Maintenant, si le point M est le centre d'inertie de la balle, alors le vecteur position est repéré par le vecteur OM qui fait aussi quoi? 1 demi du vecteur accélération fois le temps t au carré plus le vecteur V0 fois le temps t plus le vecteur OM 0 à l'instant t égal à 0. Alors, c'est apprenant. Maintenant, après avoir déterminé les différentes formes d'équations que nous pouvons avoir, nous pouvons donc tout simplement examiner maintenant cas par cas, c'est-à-dire à l'instant t égal à 0, donner les composantes de tous ces vecteurs et à l'instant t quelconque, nous donner les composantes de tous ces vecteurs pour pouvoir établir les équations horaires du système. On dit AT égale à 0. AT égale à 0, on détermine l'expression de la vitesse du vecteur vitesse V0. Le vecteur vitesse V0, voici sa trajectoire. Comme ce vecteur aura comme pour composante dans la base OX, OY, V0 suivant X et V0 suivant Y. Alors, le vecteur V0 suivant X, c'est la norme de cette distance qui est ici, mais en termes de vitesse. Si nous considérons un triangle rectangle ici, ce triangle-là forme un triangle rectangle en ce point. Alors, le vecteur, la composante V0 suivant X du vecteur vitesse, qui est ici, ce sera donc un côté qui sera adjacent à l'angle alpha. Donc, comme c'est un côté adjacent à l'angle alpha, alors sa norme suivant V0 et suivant X, ça sera tout simplement la norme du vecteur vitesse V0, notée V0, multiplié par le coefficient de l'angle alpha. Pourquoi? Parce que c'est un côté qui est adjacent à l'angle alpha. Donc, c'est ce que vous voyez au tableau ici. Maintenant, pour la composante Y de la vitesse V0, ça sera mieux que quoi? Alpha se trouvant ici, c'est un côté qui est
opposé à l'angle alpha, donc la norme de la vitesse ici, ça fait V0. Donc V0 suivant ici, Y ici, c'est un côté opposé à l'angle de l'angle alpha. Donc on prend l'hypoténuse, qui est le V0, et qu'on le multiplie par le sinus de l'angle. On a donc la valeur du côté opposé de la vitesse qui fait V0 suivant Y, qui fait V0 sinus alpha. Maintenant, la position à un instant t quelconque. À un instant t égale à 0. À t égale à 0, le centre d'inertie de la balle, noté par M ici, tend à se confondre avec l'origine des espaces. L'origine des espaces qui est le point O. Donc à ce niveau-là, le point M ici est identique au point O. Donc nous pouvons donc se permettre d'écrire comme ça. Et ce point qui est là, OO, sur le vecteur OO, nous savons très bien que c'est un vecteur quelconque, comme ça, c'est un vecteur nul. Ce vecteur n'existe pas. Donc, c'est réduit en un point. Donc, on attribue tout simplement la composante du vecteur nul à ce vecteur position OM0. Donc, X à l'instant c'est égal à 0, ça fait 0. Y à l'instant c'est égal à 0, ça fait 0. Mais ce n'est pas en tout moment. C'est parce que, ici, à t égale à 0, notre balle est confondue à l'origine du repère. Voilà pourquoi nous avons ici, comme composante du vecteur OM à l'instant t égale à 0, 0, 0. Alors, si on évalue l'instant t égale à 0, cette condition-là, elle est très très importante à déterminer. Vous allez savoir ça tout à l'heure. Mais à un instant t quelconque, elle était supérieure à 0, chez nous les physiciens, pour ne pas être égal à 0, on va d'abord déterminer les composantes du vecteur accélération. Si vous avez remarqué, nous n'avons pas déterminé les composantes du vecteur accélération dans la première condition où t égale à 0. Pourquoi? Parce qu'à cet instant-là, la balle était au repos. Donc, on ne peut pas donc parler de l'accélération qui n'est rien d'autre qu'une variation de la vitesse. Là, seulement l'accélération du système n'existait pas. Maintenant, une fois que la balle est déjà partie et que le temps commence à varier, ou même à varier, il est encore plus grand, alors la vitesse de la balle ici commence à varier et d'où la naissance du vecteur accélération. Maintenant, comment il faut faire pour déterminer les composantes du vecteur accélération? C'est là la question. Puisque nous n'avons pas une représentation du vecteur accélération sur la figure. Mais nous avons exprimé le vecteur accélération en fonction du vecteur changé. Et nous pouvons donc donner une représentation sur la figure ici. Du fait que les deux vecteurs soient égaux, alors donc les composantes de l'autre seront forcément égales aux composantes de l'autre de façon analytique. Ce qui nous permet donc d'écrire A suivant X égale à 0. Pourquoi? Parce que A suivant X ici sera tout simplement identique à G suivant X qui ne fait rien d'autre que 0. Pourquoi? Parce que la direction du vecteur changé est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc sa composante suivant l'axe des abscisses ici sera forcément nulle. Voilà pour A suivant X égale à 0. Et A suivant Y ici, la composante de la accélération suivant Y, ça fait aussi la composante du changé suivant Y de façon verticale qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Mais si nous regardons le sens du changé, nous voyons ici que le sens du changé ici est opposé au sens de l'ordonnée positive. Donc voilà pourquoi la composante du vecteur changé suivant Y sera négatif, d'où la négation de l'accélération suivant Y moins G. Maintenant, comment faire pour déterminer la vitesse V à un instant t quelconque? Chose apprenant, cette vitesse à un instant t quelconque est différente de la vitesse V0 à un instant t égal à 0. Alors, pour déterminer la vitesse V quelconque, on aura besoin de quoi? Sa composante suivant X, sa composante aussi suivant Y. La question à savoir, comment déterminer la composante suivant X et la composante suivant Y? Alors, pour ce faire, on se base tout simplement sur la relation vectorielle que nous avons ici dans l'équation vraie. L'équation de la vitesse, ici, on a le vecteur accélération qui multiplie le temps t plus le vecteur V0, vitesse V0 qui est ici. Donc, le vecteur vitesse à l'instant t quelconque est une combinaison linéaire des vecteurs accélération et de la vitesse O à l'instant t égal à 0. Donc, sous forme de coordonnées, si il y avait V suivant X, je dois aussi chercher la composante de l'accélération suivant X et la vitesse suivant X. Également aussi V suivant Y, même chose. Donc, V suivant Y aussi, ça fait ici A suivant Y fois T, plus V0 suivant Y. D'où la nécessité
je connais les composantes du vecteur vitesse V0 et les composantes du vecteur accélération. Donc, par identification, le V suivant ici, je regarde très bien. Comme le A suivant ici, ça fait 0, on remplace A suivant ici par 0, vous aurez 0 fois T. Donc, dans l'expression de V suivant X, vous ne donnez pas le terme en T. Pourquoi? Parce que A suivant X ici égale à 0. Donc, il va rester seulement que V0 suivant X. Que nous voulons V0 suivant X, on va dans les conditions initiales. V0 suivant X, ça fait V0 cosinus alpha. Donc, on a ici V0 cosinus alpha. Maintenant, V suivant Y. Ça veut l'accélération suivant Y fois T plus V0 suivant Y. Alors, l'accélération suivant Y, ça fait combien? Oui, cette fois-ci, elle n'est pas nulle. Ça fait ici moins G. Donc, il y a remplacé ça par moins G. Vous aurez ici moins G fois le temps T qui est déjà là, plus le V0 suivant Y dans les conditions initiales qui fait ici V0 sinus alpha. V0 sinus alpha. Alors, chers apprenants, voilà donc les composantes du vecteur vitesse. Mais on va donc déterminer maintenant les composantes du vecteur position à un instant T quelconque. C'est-à-dire le OM. Le vecteur OM, c'est aussi une combinaison linéaire des vecteurs accélération, des vecteurs de la vitesse à l'instant T égale à 0 et du vecteur position à l'instant T égale à 0. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est une expression matricielle. Donc, pour ce faire, comme c'est la position a pour composante X, Y. C'est deux composantes. Je vais établir donc une égalité ici. Je mets ici les 1 demi T carré, puisque ça c'est un scalaire. Et les composantes du vecteur accélération, j'aurai ici AX, AY. Plus les composantes du vecteur V0, il fait ici V0 suivant X, V0 suivant Y, qui multiplie le scalaire T, plus ici les composantes du vecteur I0 qui fait I0 et Y0. Donc, c'est sur cette base-là que je vais partir. Ça, c'est l'expression vectorielle qui est là. Et voici l'expression matricielle du vecteur position. Alors, donc pour déterminer tout simplement les équations réelles, je n'ai seulement qu'à remplacer l'accélération A suivant X, l'accélération suivant Y, B0 suivant X, B0 suivant Y, I0 et Y0 par les différentes expressions. Et vous allez avoir ici tout simplement le vecteur position qui sera quoi? Lorsqu'il y avait X, je prends tout ce qui est sur cette ligne, sur la première ligne. Et Y, je prends tout ce qui est sur la deuxième ligne. C'est-à-dire, ici, ça fait quoi? Ça fait 1 demi de T carré fois A suivant X plus V0 X fois le T plus I0. Y, ça fait 1 demi de T carré fois l'ordonnée A suivant Y plus V0Y T plus Y0. Alors, pour ce faire, nous allons remplacer le I0 et les AY, AX et V0Y, V0X, I0, Y0 par les différentes expressions. Et nous allons avoir ici, ici, nous allons avoir l'accélération suivant X, ça fait 0. Donc, le terme en T carré dans l'expression des équations horaires sous la donnée X ne sera pas présente. Donc, maintenant, le V0 suivant X, ça fait V0 cosinus alpha. C'est ce que vous avez ici. Donc, V0, nous ici T fois V0 cosinus alpha. Le X0, ça fait 0. Nous avons déjà terminé dans les conditions initiales. Le Y0 et le Y de T, ça fait quoi? L'accélération suivant Y, ça fait moins G. Donc, on a ici moins 1 demi de G T carré plus la vitesse V suivant Y, ça fait ici V0 T sinus de l'angle alpha. Le Y0 ici égale à 0. Donc, chers apprenants, voici donc les équations horaires des
terminé. Voici donc les équations horaires déterminées. Maintenant, comment faire ici, maintenant, pour déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire? Le deuxième volet de la première question, il est question de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors, l'équation de la cartésienne de la trajectoire se déduit à partir de l'équation horaire. En quoi faisant, on essaie de prendre l'expression des équations horaires ici. C'est l'élimination du temps t en exprimant y en fonction de x, ou bien vice versa. Mais il est plus facile, ou bien plus commode de déterminer y en fonction de x. Alors, ces apprenants, ici, dans la première équation, dans la toute première équation, nous allons exprimer le temps t dans cette expression en fonction de x et v0 cosinus alpha. Venez tout simplement le remplacer dans l'expression de y ici par son expression. Alors, dans 1, nous avons quoi? X qui est égal à quoi? T fois v0 cosinus de l'angle alpha. Donc, lorsque nous tirons t dans cette expression, nous allons avoir ici t qui va faire x sur v0 cosinus de l'angle alpha. Alors, pour ce faire, je viens maintenant dans l'expression de la deuxième équation horaire en y en remplaçant tous les t que je vais rencontrer par x sur v0 cosinus alpha, c'est-à-dire moins 1 demi de g. Le t ici c'est t carré, donc c'est x sur v0 cosinus de l'angle alpha tout au carré. Pourquoi? Parce que le t ici est au carré plus v0 sinus de l'angle alpha fois x sur v0 cosinus de l'angle alpha. C'est tout simplement. Alors, en manipulant cette équation, vous aurez ici y qui va faire quoi? Moins g sur v0, 2 fois v0 carré cosinus carré de l'angle alpha qui va multiplier le x carré plus, lorsque je vais développer cette expression, les v0 vont se simplifier et j'aurai sinus de alpha sur cosinus de alpha qui fait tangente alpha. Donc j'aurai ici x qui multiplie tangente alpha. Donc, chers apprenants, voici donc l'équation cartésienne de la trajectoire soulignée ici en rouge. Alors, après avoir déterminé les équations horaires, y compris aussi les équations cartésiennes de la trajectoire, nous allons donc essayer de passer à la deuxième question. Dans la deuxième question ici, il est question de déterminer les conditions que doit satisfaire la vitesse V0 pour que la balle, ou bien le coup franc tiré ici, puisse passer au-dessus de ce mur. Alors, comment nous allons traiter cette question? Pour ce faire, nous allons rappeler l'expression de l'équation cartésienne de la trajectoire. Parce qu'ici, c'est une question de la variation de l'altitude y en fonction de la 6x. Nous avons y qui est égal à quoi? Moins g sur 2 fois v0 carré cosinus carré de l'angle alpha fois x carré plus x tangente de l'angle alpha. L'ordonnée y ici donne les conditions sur l'altitude de notre ballon lancé. Alors pour ce faire, cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire tout simplement que il faut noter que la balle va traverser ce mur lorsque notre x serait supérieur à la distance entre le mur et le point de départ de la balle, et notre y aussi sera aussi supérieur à l'altitude, c'est-à-dire la hauteur, petite h du mur aussi. Donc pour ce faire, il faut d'abord que la balle puisse arriver ici, puisse parcourir toute cette distance en abscisse qui fait petit d ici, et
l'ordonnée y ici doit être supérieure ou égale à l'altitude du mur. Ça veut dire quoi? Pour ce faire, il faut que le y soit supérieur à l'altitude du mur et en même temps le x doit être égal à la distance petit d qui sépare le mur et le point de lancer, ou le point de tir de la balle. Donc, ce qui veut dire quoi? L'expression y ici, on va remplacer le x ici par d dans cette expression et on va poser cette inégalité pour voir l'intervalle d'appartenance de la vitesse v0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, tout simplement, cette expression, mon A moins G sur 2 fois V0 carré cosinus carré de l'angle alpha. Au lieu de x, je prends cette fois-ci le petit d au carré. Plus, au lieu de x aussi, petit d fois la tangente de l'angle alpha supérieure à l'altitude petit h. On va essayer de résoudre cette équation en faisant passer le d là-bas. Vous aurez ici moins g sur 2 v0 carré cosinus carré de l'angle alpha fois d carré sera supérieur ou égal à moins d fois tangente alpha plus h. Alors, dans ça, nous allons tirer donc l'inverse de la vitesse. Nous avons ici moins 1 demi, moins 1 sur v0 carré sera tout simplement supérieur ou égal. Alors, dans cette expression, le g fois d carré va venir ici en bas et le 2 fois cosinus carré de l'angle alpha va multiplier ce rapport. C'est-à-dire, vous voyez ici 2 fois cosinus carré de l'angle alpha facteur de petit h moins d fois tangente alpha divisé par g par la distance d au carré. Alors, chers apprenants, lorsque je multiplie tout ça par 1 ici moins, alors qu'est-ce que nous aurons ici 1 sur v0 carré. En multipliant tout ça par 1 moins, l'inégalité va changer de sens. Au lieu de supériorité, ça va devenir ici inférieur. Et on a ici 2 cosinus carré de l'angle alpha. Alors, le 6 moins va venir jouer ici. Au lieu de h moins d tangente alpha, on aura d tangente alpha moins petit h maintenant. C'est-à-dire d fois tangente alpha moins petit h, tout ça sur g fois la distance petit d au carré. Alors, chers apprenants, on va essayer de prendre l'inverse. À supposer que ces deux grandeurs soient tous deux positifs. Si ces deux grandeurs sont tous deux positifs, alors, dans ce cas, lorsque nous prenons l'inverse des parts et d'autres, celui-là, son inverse, sera supérieur à l'inverse de celui qui est ici. C'est-à-dire, vous aurez v0 carré qui sera supérieur à g d carré sur 2 cosinus carré de l'angle alpha facteur de d tangente alpha moins le petit h. Donc, voici l'inégalité que vous allez avoir. Toutefois que vous avez cette inégalité, alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir ici? Donc, la valeur de V0, la fonction racine carrée est une fonction qui est croissante, donc sera supérieure ou égale à la racine carrée de g d carré
sur D cosinus carré de l'angle alpha, facteur de D, tangente alpha, moins H. Tout simplement, chose apprenant. Donc, voici donc la condition que doit satisfaire la vitesse pour que la balle puisse passer au-dessus du mur. Le D étant connu, le H aussi étant connu, le G aussi étant connu, c'est comme si la vitesse V doit être supérieure à une fonction à variable alpha. C'est alpha qui est une variable ici dans notre fonction ici. Donc la vitesse V ici varie en fonction de l'angle alpha. Alors, si c'est apprenant, sans plus tarder, nous allons passer à la question suivante. Pour ce faire, nous allons maintenant donc tout simplement analyser la troisième question. Alors, dans la troisième question, on nous demande la balle qui a été lancée. Si cette balle-là passe-t-elle au-dessus du mur? Comment nous allons montrer cela? Donc, pour ce faire, nous avons dit que pour que la balle puisse passer au-dessus du mur, il faut que l'ordonnée Y soit supérieure ou égale à H. C'est-à-dire, il faut que Y soit supérieur ou égal à petit h et le X puisse parcourir aussi la distance D. Ouais. Nous avons ces deux conditions. Maintenant, on va étudier les conditions aux limites. Les conditions aux limites, voici que quoi? La condition aux limites, la condition à la limite est la suivante. Est qu'il faut que Y soit égal à petit h et X soit égal à petit d. Alors, puisqu'on a dit, il faut que Y soit supérieur ou égal à h. Donc, on doit donner la condition limite de cette conjecture pour pouvoir déterminer la valeur de l'angle alpha, y compris aussi la valeur de la vitesse V0. Pour ce faire, on va donc prendre ces deux conditions pour déterminer la valeur de l'angle alpha. Donc, si le Y qui représente quoi? L'équation de la trajectoire de mouvement est égale à h et que la distance parcourue par le ballon est égale à la distance du mur au point de tir, on peut donc considérer un triangle rectangle. C'est-à-dire, un triangle, ça là, ce mur là, va former un triangle rectangle avec ce point-là. Rectangle ici. Le h étant connu, qui est la hauteur du mur, et la distance D étant connue, qui est le point qui sépare le mur et le point de lancer, ou de tir, du coup franc. On peut donc utiliser une relation trigonométrique pour pouvoir déterminer la valeur de l'angle alpha. Donc, pour ce faire, ces deux conditions de limite postulent que alpha doit être que tangente alpha soit égal à la hauteur petit h divisé par la distance d. C'est le rapport de ces deux qui doit donner la tangente de l'angle alpha. Et autrement dit, la déviation. Alors, pour ce faire, remplaçons donc petit h et petit d par les différentes valeurs et tirons l'angle alpha. Nous aurons ici, comme pour valeur alpha, à cet égard à tangente moins 1 de h sur d. Donc, alpha, ici, comme valeur numérique, tangente moins 1 de h sur d. Pardonnez. Le h ici, petit h, ça fait 1,9 mètres. Et le petit d, ça fait ici 9,15 mètres. Alors, cette valeur-là va vous donner
37,95 degrés. D'où alpha est égal à 38 degrés comme valeur. Donc, toutefois que l'angle alpha est déjà connu, on peut maintenant tirer toujours la même condition aux limites pour tirer la valeur de V0. C'est-à-dire quoi? Nous avons Y qui fait quoi? Moins G x carré sur 2 fois V0 carré cosinus carré de l'angle alpha plus x tangente de l'angle alpha. Alors, en revenant aux conditions, aux limites, y égale à petit h et x égale à d. Donc, dans cette expression, je vais remplacer le x, y par petit h, je vais remplacer le x par d et alpha aussi par sa valeur pour tirer la vitesse V0. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Nous aurons ici petit h, c'est égal à quoi? Moins g, la distance d au carré, sur 2 V0 carré cosinus carré de l'angle alpha, plus d tangente de l'angle alpha. Alors, je vais donc tirer cette relation. Nous aurons ici moins 1 sur V0 carré, c'est égal à quoi? D'abord, nous allons d'abord essayer de tirer ça. Nous allons avoir d, petit h moins d, tangente de l'angle alpha, divisé par facteur de 2 fois cosinus carré de l'angle alpha. Tout ça divisé par g d au carré. Alors, chose apprenant, en multipliant cette équation par 1 moins 1 et en prenant l'inverse, vous aurez comme pour expression de la vitesse V0 carré, c'est égal à G fois D au carré sur 2 cosinus carré de l'angle alpha facteur de, au lieu de H moins D tangente alpha, on aurait D tangente alpha moins H. Pour ce alpha étant connu, G et D étant tous connus, on va donc calculer la valeur de la vitesse V0 et nous allons avoir ici G, ça fait 9,8, la distance D, ça fait ici 9,15 au carré, divisé par 2 fois cosinus de 38 degrés au carré, fois 9,15 fois la tangente de 38 moins la distance h qui fait 1,9. Tout simplement. Alors, ça c'est le V0 carré. Bon, si nous tirons le V0, ça va intervenir la racine carrée ici. Donc, en faisant le radical de ça, vous aurez comme valeur de la vitesse 11 mètres par seconde. Donc, voici donc la valeur de la vitesse. Ça, ce sont les conditions aux limites. Donc, nous calculons les conditions aux limites. Donc, on prend la plus petite valeur maintenant. Puisque le y doit être supérieur ou égal à h, et le x est égal à d, donc les conditions aux limites, on a la valeur de la vitesse. Ça veut dire quoi? Si la vitesse là n'est rien, la plus petite valeur que doit avoir la vitesse, c'est pour que la balle puisse passer au-dessus du mur, il faut que la vitesse soit égale à 11. Sinon, la vitesse doit être très supérieure à cette valeur. Donc, chers apprenants, nous avons déterminé la vitesse ici. Et nous avons déterminé alpha. Mais nous n'avons pas encore répondu à la question posée. C'est maintenant que nous allons chercher à répondre à la question posée. Avec ces deux grandeurs que nous avons déterminées, B0 et la valeur de l'angle alpha, nous allons essayer de déterminer ce que nous appelons la hauteur maximale de notre balle après avoir été lancé ou tiré. Donc, cette hauteur maximale
C'est ce que nous appelons en physique la flèche. La flèche. La flèche n'est rien d'autre que la hauteur maximale. Donc ici, nous pouvons avoir ici deux méthodes. Nous savons très bien que la flèche égale à quoi? La flèche, grand H, prime, A pour expression, la vitesse V0 carré, sinus carré de l'angle alpha, sur 2G. Donc, on peut donc remplacer la vitesse V0 trouvée dans les conditions que nous avons imposées et l'angle alpha aussi trouvé dans les conditions que nous avons imposées et remplacer le G et comparer tout simplement cette hauteur appelée la flèche à la hauteur petit h. Donc, chers apprenants, en faisant ce calcul, vous avez aussi comme h', V0 au carré, ça fait 11 au carré, multiplié par sinus de l'angle 38 degrés au carré, divisé par 2 fois 9,8 qui fait G. Et cette valeur-là, en manipulant, ou bien en calculant, vous allez avoir tout simplement une valeur, c'est-à-dire 2,33, quelque chose là-bas, qui est supérieur, les 2,33 là, à comparer à la hauteur du mur, qui est supérieure à la hauteur du mur qui fait 1,9. Donc, on va tout simplement à la ligne pour dire, comme H' est supérieur à petit h qui représente la hauteur du mur, alors on dit tout simplement que la balle passera au-dessus du mur. Donc, ce apprenant, comme la balle passe au-dessus du mur, nous allons tout simplement de répondre à la question posée. Maintenant, on va donc passer maintenant à la toute dernière question pour voir si le tir a été cadré. Donc, c'est tout à fait évident. Si la balle n'était pas passée ou bien ne passerait pas au-dessus du mur, on n'avait pas parlé du tir cadré. Donc, c'est parce que la balle doit forcément passer au-dessus du mur que cette histoire ou bien cette question de tir cadré a été posée. Donc, chers apprenants, on va donc passer maintenant à la toute dernière question et ça sera donc la fin de cette vidéo. Ici, il est question de savoir si le tir a été cadré. Ça veut dire quoi? Pour savoir si le tir a été cadré, il faut tout simplement s'intéresser à l'obstacle. L'obstacle ici au tir de coup franc, c'est le mur formé par les joueurs du même camp. Si la balle n'a pas frappé ce mur-là, on dira que le tir a été cadré. Maintenant, pour comment savoir que la balle n'a pas frappé le mur? Donc, il faut donc déterminer la portée. C'est la portée qui peut nous donner cette information. La portée par définition, c'est quoi? C'est rien d'autre que le point de chute de la balle. Donc, pour déterminer le point de chute de la balle, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement déterminer une valeur de X qui doit être compris entre l'intervalle petit d et grand D. Une fois qu'on a un X, la portée est plus grande que, est supérieure à petit d, alors on dira que le tir a été cadré, même si ce n'est pas marqué au but. Donc, chers apprenants, pour ce faire, on va donc déterminer l'expression de la portée. Alors, nous avons comme pour expression de la portée, la portée, c'est généralement noté X, indice P, qui est égal à V0 au carré, fois sinus de 2 alpha, divisé par G. Alors, cette expression a été démontrée dans les vidéos précédentes. Donc, toutefois que nous avons ici l'expression de la portée, à connaître ça par cœur,
Connaissant la vitesse V0 et la valeur de l'angle alpha, nous avons donc quoi? Ici, X de P, c'est égal à V0 qui fait ici 11 au carré, sinus de 2 fois 38 degrés qui est alpha, divisé par 9,8 qui fait G ici. Donc vous aurez ici, en calculant ça à l'aide de la calculatrice scientifique, vous aurez ici comme une valeur approchée de la portée qui ferait ici 12 mètres. Donc si vous avez la portée ici qui fait 12 mètres, qui est supérieure à la distance petit d qui fait 9,15 mètres, ce qui veut dire que la balle a été passée au-dessus du mur. Si la balle a été passée au-dessus du mur, ça veut dire que la balle vient atterrir entre l'intervalle entre les 9,15 mètres et les 20 mètres du but. Donc, ce qui veut donc dire que non, le tir est cadré. On dit tout simplement donc que le tir est cadré. Alors, chers apprenants, voici un peu comment il fallait résoudre cet exercice. Donc, si vous avez aussi des questions ou des préoccupations à savoir, vous faites-nous en savoir dans les commentaires et nous aurons comment répondre à vos préoccupations. Donc, n'hésitez pas aussi de vous abonner sur la page où nous allons traiter des exercices type bac pour tous ceux qui sont en cadre d'examen pour cette année et vous allez mieux préparer votre examen dans vos différentes localités.